Merci. Donc nous pouvons ouvrir ce conseil avec le premier point à l'ordre du jour. Donc je précise que nous avons 15 rapports à ce conseil municipal. Le premier point traite du compte-rendu de la séance du conseil municipal précédent qui s'est tenue le 5 juillet, donc il y a maintenant 2 mois. Voilà, qui a été mis en ligne. J'espère que tout le monde a pu le voir. Donc y a-t-il des commentaires, des précisions, des modifications? Oui. Alors, encore une petite précision. On avait argumenté notre vote contre le PLU par certains arguments, effectivement. Et dans le texte du compte-rendu, évidemment, ça apparaît pas, hein, conformément à ce que vous souhaitez faire, puisqu'il y a le compte-rendu audio. Ceci dit, est-ce qu'on pourrait pas quand même imaginer, quand on fait des commentaires, des questions, faire des renvois en disant commentaires disponible sur le document audio? Si, ceci est tout à fait possible. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. C'est tout à fait possible. Donc sur chacun des points, sur les points où il n'y a pas de commentaire, on ne mettra rien. Sénada, je me retourne vers vous. Et les points où il y a un commentaire, quel qu'il soit, voire commentaire sur site audio. Voilà. Oui. Bon. D'autres remarques? Donc, est-ce qu'on peut le soumettre à votre approbation? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, 3 abstentions. D'accord. Donc, je vous remercie. Adopté à la majorité. Donc, le deuxième point traite de la communication des décisions du maire. Donc, elles sont assez nombreuses, puisque nous avons 2 mois, d'une part, je dirais, précédent conseil, et puis un certain nombre de décisions. Donc je précise qu'il y en a 6 qui concernent les TAP, qui ont redémarré au mois de septembre, qu'il y en a 8 qui concernent des travaux, et qu'il y en a une plus importante que les autres qui concerne la sous-traitance en ce qui concerne la mise en application de la taxe locale de publicité extérieure, que nous avons débattu au conseil municipal précédent. Donc, y a-t-il des questions sur ces décisions du maire? Oui, Madame Agoguet. Alors moi, j'ai plusieurs demandes de précision. Vous voulez que je les formule toutes et on voit après ou... Je pense que c'est mieux au fur et à mesure, parce que sinon ça peut être un peu compliqué, oui. Je vous en prie. D'accord. Alors 76, la 2016-67, sur le télépéage, je voulais savoir pour quel service c'était destiné et si les agents prennent effectivement rapidement, enfin souvent l'autoroute. C'est pour un agent. C'est une carte pour un agent. Donc c'est simple. Quel déplacement précisément? En formation. En formation. Oui. C'est une carte communale, c'est pas une carte individuelle. Hein. D'accord. Ça pouvait pas faire l'objet d'un, je sais pas, de remboursement de frais à ce moment-là ou non? Ah mais vous savez, on peut prendre des décisions, tout peut être contesté. Si on avait pris remboursement de frais, on aurait pu dire c'est mieux avec le télépéage parce qu'il y a une petite remise, vous voyez. Donc on a pris cette décision qu'on assume. J'entends. Il n'y a pas de souci. Je vous en prie. La piscine, vous pouvez nous rappeler quelle classe ça concerne, puisqu'il y a des modifications de cycle? Oui, Madame Biel. Alors cette année, le ministère de l'Éducation nationale a changé de braquet. Avant, c'était les grandes sections CP-CE1, ensuite ça a été les CE1, CE2, et maintenant, c'est les CM1, CM2. D'accord. Uniquement pour cette année? Ben non, c'est à partir de maintenant. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va évoluer, évidemment. Mais cette année, c'est CM1, CM2. Il ne faut pas se décourager. Il y aura d'autres ministres de l'Éducation, donc ils vont bien faire des changements, comme chacun. Bien sûr. La prochaine question concerne la DIA des locaux de Monsieur Nègre. Je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas retenu ce Excusez-moi, vous pouvez donner le numéro de la délibération, enfin de la décision. Pardon, 88. 88, d'accord, oui. Voilà, vous n'avez pas tenu compte de la DIA
Et c'est ce qui est marqué 88. Hein. Attendez, je la reprends. 88. Voilà, prix inférieur au prix indiqué dans la DIA. Je suppose que la DIA, le prix tenait compte de l'estimation des domaines. Donc pourquoi vous n'avez pas pris en compte le prix qui était indiqué dans la DIA? Alors, il faut savoir qu'il est de la liberté des communes d'offrir, de négocier et d'offrir les prix qu'ils souhaitent, sachant qu'il y a des estimations qui sont réalisées par les domaines, mais que la commune a la liberté de proposer un prix inférieur. Et deuxièmement, ce dossier fait l'objet d'une question écrite qui sera vue en fin de conseil que vous nous avez adressé et que je traiterai bien évidemment. D'accord. Concernant la 96 sur le rugby, dans quels locaux ça va se passer? Est-ce qu'il faut des locaux ou c'est dans les cours? Comment ça se passe? Oui, non, c'est du rugby, mais ça ne sera pas des matchs de rugby. Hein, ça sera une initiation au rugby, parce que ça se traite à l'école des jardins, et l'école des jardins, on ne peut pas transporter les enfants à longueur de temps sur le stade. Donc, les animateurs proposeront une initiation au rugby. Alors, ne me demandez pas comment ça va être, parce que j'ai pas vu encore. Les plaquages et autre chose, je sais pas si ça va avoir lieu. D'autres questions? Oui. Madame Martin, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Je vous en prie. Ma question porte sur la décision 2016-86 du 1er août. Oui. Voilà, elle concerne donc une entreprise d'assistance pour le recouvrement de la taxe locale de publicité extérieure que nous avons discuté, délibéré Et voté. au mois de juin, si je me souviens bien. Et voté, oui, oui. Et voté. Je me suis interrogée sur le coût de cette prestation, c'est-à-dire presque 20 000 €, et je me suis demandé si c'était bien rentable, si ça n'allait pas absorber complètement le recouvrement que nous pourrions éventuellement escompter à travers ce que nous avions décidé sur les publicités extérieures. Vous vous êtes posé la bonne question, puisque nous-mêmes, nous nous la sommes posée. Je vous remercie pour une fois de reconnaître que je pose de bonnes questions. Très bonne question. Bon, alors il faut savoir que, contrairement à ce que je pensais, la collecte de la taxe sur la publicité extérieure est plus complexe qu'on ne peut penser. Oui, ça je m'en doute. Bon. Elle fait appel à une véritable connaissance, bien évidemment, de la réglementation et puis aussi de la pratique. Et donc, nous avons étudié en interne si nous avions, d'une part, la compétence, si on pouvait l'acquérir, et surtout les moyens pour procéder, je dirais, à cette opération. Et très vite, nous nous sommes rendus, je dirais, à la réalité que nous ne l'avions pas. Nous nous sommes renseignés auprès d'un certain nombre de communes qui l'ont mise en application, et certains de nos collègues n'ont pas eu le réflexe de bien peser leurs décisions et l'ont lancé par leurs propres moyens, et ça a été un fiasco complet. Alors je ne vais pas citer la commune, mais la première année, ils ont récolté 30 000 € avec des contestations, etc. Ils ont fait appel à une société spécialisée qui elle-même a fait récolter 300 000 € parce que c'est leur cœur de métier, ils ne font que ça. Et donc, instruits de cette expérience, nous avons donc lancé une consultation et nous avons choisi l'entreprise qui était la mieux disante, la moins disante, et surtout qui avait une véritable expérience en la matière. Donc le montant que vous avez chiffré est un montant pour les 3 ans. Oui, j'ai bien vu, oui. Nous sommes environ en attente, on n'a pas les chiffres très très précis, mais entre 25 et 35 000 € de collecte annuelle. Annuelle, d'accord. Donc voilà. Merci de votre réponse. J'ai une deuxième petite question sur la décision 2016-91 du 17 août,
qui concerne une prestation d'animation à une société avignonnaise. Alors, il me semblait me souvenir que les visites en scène, ça s'est toujours pratiqué, hein, nous le faisions aussi du temps de notre mandat. C'était 2, parfois 3, enfin ça dépendait un petit peu des années. Par contre, je n'ai pas le souvenir que ce fut à la mairie de prendre en charge la prestation d'animation. En général, c'était pris en charge par l'OTI, c'est-à-dire par la communauté de communes. Donc, je me suis étonnée que pour cette année, ce soit la commune qui soit obligée de s'acquitter de la prestation. Effectivement, l'OTI a abandonné les visites en scène. Donc, comme nous pensions plus on lui que donne c'était des sous et plus et moins il fait de choses. Si comme nous bien. pensions que c'était une bonne, de belles animations sur la commune, on a décidé de garder ces visites en scène. La première visite en scène, bon, c'est déjà passé, et la prochaine, ce sera pour la maison de retraite. Elle partira de la maison de retraite de manière à pouvoir amener nos résidents de la maison de retraite visiter quelques points du Thor. Alors bien sûr avec des bancs, la possibilité de s'asseoir, etc. Donc ça durera moins longtemps que la première, mais c'est à notre charge. Mais je ne conteste pas que vous ayez voulu le maintenir, hein, au contraire. Simplement, je conteste le fait que l'OTI, qui a considérablement accru sa subvention, que nous lui versions, hein, que la communauté de communes lui versait, se retire finalement de ses prestations. Il y avait peut-être autre chose qui est intervenue aussi, c'est que je crois que nous les faisions, nous, pendant l'été. C'est-à-dire que c'était surtout dirigé aussi vers les visiteurs. Juste un petit rectificatif, le montant de la subvention versée par l'intercommunalité à l'OTI n'a pas varié. Donc elle est en 2 parties. D'une part, c'est la prise en compte des salaires, puisque l'ensemble des agents sont salariés, sont agents de la collectivité intercommunalité, et d'autre part, le versement de la taxe qui est collectée, et qui est de mémoire, de 200 ou 210 000 euros, mais ça n'a pas varié d'une année sur l'autre. C'était en 2014 qu'il nous l'avait fait augmenter, monsieur. Remarque ? Merci. Très bien, je vous remercie. Donc nous pouvons passer au premier point de l'ordre du jour. Donc le premier, c'est un dossier financier qui traite d'une régularisation comptable de travaux réalisés entre 1988 et 1996, c'est-à-dire au siècle dernier, avec donc de façon corrélative une modification de la subvention attribuée au CCAS. Patrick Gay, tu as la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. De 88 à 96, le CCAS a effectué un certain nombre de travaux dans les locaux qu'il utilise, notamment au foyer du 3e âge, à la crèche et dans les locaux même du CCAS. Ces travaux se sont élevés à 66 485,42 €. Il est d'usage en comptabilité publique, une fois que les travaux sont terminés, de les virer du compte travaux en cours et de les affecter au compte immobilisation. Le problème dans le cas du CCAS, c'est que les immeubles dans lesquels les travaux ont été faits n'appartenaient pas au CCAS, mais appartenaient à la commune. Donc, il était impossible de réaliser l'opération comptable que je viens de citer. Donc, dans la comptabilité du CCAS figurent toujours des travaux en cours qui remontent donc au siècle dernier, comme l'a dit le maire. Nous proposons, puisque la trésorerie municipale nous interpelle sur le sujet depuis plusieurs années, depuis 2014, de régulariser cette situation comptable anormale. Donc la commune propose aujourd'hui de prendre en charge ces dépenses, comme cela aurait dû être le cas à l'époque, et en contrepartie de ces dépenses supplémentaires, la subvention que verse la commune au Centre communal d'action sociale pour l'année 2016 sera diminuée d'autant. Ainsi, les 2 structures ne seront pas pénalisées par ces opérations de régularisation comptable. Je vous propose donc d'accepter que la commune prenne en charge ces dépenses d'investissement, comme elle aurait dû le faire à l'époque, et de compenser
cette dépense supplémentaire en réduisant la subvention versée au CCAS. Et ainsi, les travaux en cours vont passer dans la comptabilité de la commune. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ripoll. Ça va être des livres, là. Ce matin. Oui, bonsoir. Alors, monsieur le maire, on a du mal, avec mes collègues, à comprendre le lien qui existe dans cette délibération entre, d'une part, la prise en compte dans le budget des anomalies comptables que vous avez énoncées sur des dépenses d'investissement au niveau du CCAS et la décision de diminuer une fois de plus la subvention de fonctionnement du même CCAS. Donc lors du vote du budget primitif, il y avait déjà une diminution de 15 000 euros, si je me rappelle bien, par rapport à ce qui avait été versé l'année précédente. Donc chaque année, depuis votre arrivée, tous les moyens semblent bons pour réduire la participation de la commune aux actions sociales et de solidarité envers les taurois les plus fragiles. Alors il y a peut-être là-dedans un tour de passe-passe comptable, je ne sais pas du tout, mais a priori la subvention est diminuée de 65 485 euros. Et le lien entre d'un côté effectivement les dépenses d'investissement anciennes et la subvention qui elle normalement, enfin en tout cas c'est pas très clair dans la délibération parce qu'elle parle de subvention mais on ne dit pas si ça sert au fonctionnement ou à autre chose. Donc pouvez-vous nous assurer premièrement que le niveau des services apportés par le CCAS sera malgré tout maintenu à l'égard des taurois qui en ont besoin? Et deuxièmement, pouvez-vous nous assurer que cette mesure de diminution est bien contextuelle? Parce qu'après tout, peut-être que nous avons mal compris, donc je vais vous laisser la parole. Comme le laisse à penser cette délibération, et que le CCAS retrouvera cette somme dès la prochaine subvention. Voilà. Merci. Bon, monsieur Ripoll, je crois que nous nous sommes très mal expliqués, parce que vu la teneur de votre question, vous n'avez pas compris du tout ce qui va se passer. Alors, donc, il faut effectivement qu'on réexplique. Donc, en 88 et 98, le CCAS a fait des travaux. Bon, il les a fait sur des bâtiments appartenant à la commune. La normalité, ça aurait été que ce soit la commune qui paye ces travaux. Ça n'a pas été le cas, pour X raisons, peu importe à la limite, mais c'était comme ça. Donc, le CCAS n'a pas pu passer dans sa comptabilité d'investissement, la finalisation de ces travaux, puisqu'il ne pouvait pas payer des travaux sur un bien ne lui appartenant pas. Et donc, c'est resté en suspens. Et depuis ce moment-là, chaque année, la trésorerie dit au CCAS, écoutez, vous avez quelque chose qui traîne, c'est pas normal, etc. Et nous, depuis 2014, donc sous l'ancienne mandature déjà, et sur l'actuelle, la trésorerie nous dit, il faudrait régulariser ces opérations. Donc nous avons pris la décision de la régulariser, sans que ça ne pénalise d'un centime, je dis bien d'un centime, ni la commune, ni le CCAS. C'est un jeu d'écriture, simple jeu d'écriture. À savoir que la commune va payer ces travaux qu'elle aurait dû payer à l'époque, et donc ça va faire rentrer de l'argent au CCAS, les 66 000 et quelques euros, le CCAS va réellement percevoir, et en contrepartie, la commune va réduire la subvention qu'elle versait au CCAS, sa subvention d'équilibre, de la même somme. Donc c'est un jeu d'écriture au centime près. Attendez, laissez-moi terminer, parce qu'il faut vraiment que M. Ripoll comprenne. Bon. Là non plus, vous n'avez pas compris? Mettez le micro parce que... Pardon, depuis 89, ça a bien dû être payé, ces factures. Les artisans qui ont travaillé se sont bien fait payer quelque part. Mais je n'ai jamais parlé de paiement aux artisans. Bien sûr que ça a été fait. Mais c'est resté dans les comptes du CCAS en suspens, puisque le CCAS, comptablement, n'a pas pu passer dans son compte d'investissement des travaux sur un bien ne lui appartenant pas. Vous entendez? Puisqu'il appartenait à la commune. Donc on dit, la commune va payer les travaux qui ont été faits à l'époque, et donc on verse cette somme au CCAS,
Et en contrepartie, on diminue la subvention. C'est au centime près. Donc, ça n'aura aucune interférence sur les services, etc. Voilà. Donc, tout ce que vous avez pu dire sur baisse annuelle de la subvention, ça n'a rien à voir. Mais rien, strictement rien. J'espère avoir été clair. Je vous remercie de ces éclaircissements. Donc on peut espérer que l'année prochaine, le CCAS retrouve le même niveau de subvention. Oui, enfin, le même niveau, ne tenant pas compte de l'opération comptable qui est effectuée aujourd'hui. L'opération comptable n'aura aucune incidence. En revanche, je ne peux pas vous dire si le CCAS va avoir le même niveau, puisqu'il s'agit d'une subvention d'équilibre que la commune verse en fonction des besoins du CCAS. Donc, pour vous dire que ça va retrouver la même somme, supérieure ou inférieure, je n'en sais rien. C'est notre assemblée délibérante qui décidera. D'accord? Voilà. Donc, merci. Donc, je vous propose d'en délibérer et donc de décider de prendre en charge les dépenses d'investissement réalisées entre 1989 et 1996 pour le CCAS sur les bâtiments communaux sous forme d'un mandat au compte 21 318, autres bâtiments communaux, d'un montant de 66 485,42 € en faveur du CCAS. Article 2. Décider de diminuer la subvention versée au CCAS, portant celle-ci à 468 514,58, c'est-à-dire diminuer de cette même somme, et dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune dès la prochaine décision modificative qui va avoir lieu dans 3 minutes. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Merci. Donc, c'est votre liberté. C'est votre liberté. Enfin, nous sommes contents d'avoir remis dans le bon ordre quelque chose qui traînait depuis 1996. La délibération suivante traite du budget principal et donc délibération modificative numéro 2. Patrick, je te laisse la parole. Merci. Bien, il s'agit de la deuxième délibération modificative, la première ayant été prise au mois d'avril suite à l'adoption des taux d'imposition et suite à la communication des bases fiscales qui étaient mal connues ou pas suffisamment connues lors de la fabrication du budget initial. La décision modificative vise en effet à ajuster le budget initial en fonction d'éléments d'information qui n'étaient pas connus au moment de l'élaboration du budget et qui sont maintenant connus. Les modifications portent à la fois sur les dépenses et sur les recettes, et elles peuvent porter également sur les deux volets du budget, l'investissement et le fonctionnement. Le document qui vous a été remis donne la liste des modifications. Elles peuvent être réparties en 3 grandes catégories. Des régularisations comptables comme celles que nous venons de voir, il y en a d'autres. Des dépenses supplémentaires en matière d'investissement notamment, et également des recettes supplémentaires, ou plutôt des dépenses minorées, des dépenses qui avaient été prévues dans le budget initial et qui sont finalement minorées. C'est le cas en particulier pour le transfert concernant l'assainissement suite au transfert de l'assainissement à la communauté de communes. Alors nous allons regarder d'abord la section de fonctionnement. Dans la section de fonctionnement apparaît notamment l'adoption de la convention de la fourniture de repas à l'EHPAD, ce qui génère de nouvelles dépenses, mais qui sont contrebalancées par la vente des repas à l'EHPAD. Donc, en gros, vous avez en alimentation, la production de 170 repas supplémentaires nécessite donc des frais supplémentaires d'approvisionnement pour 36 000 €, des frais d'électricité pour 2 300 € et des charges de personnel, puisque une partie du personnel est transférée à la cuisine centrale, pour 38 500 €. Et toutes ces dépenses supplémentaires sont contrebalancées par la vente des repas à l'EHPAD au prix unitaire de 4,074 €, ce qui fait que les recettes supplémentaires équilibrent les dépenses nouvelles pour 76 800 €. Nous voyons apparaître également dans la section de fonctionnement une nouvelle dépense, ou une dépense qui est augmentée par rapport
à ce qui avait été budgété initialement, c'est-à-dire en décembre 2015. Il s'agit du fonds de péréquation intercommunale. Les crédits qui nous ont été, enfin le montant qui nous a été notifié nécessite une augmentation des crédits de 34 206 €. Donc nous ne pouvons pas y échapper, nous sommes obligés d'augmenter ces crédits. Par contre, nous avons une dépense qui diminue, c'est la dépense exceptionnelle qui diminue, c'est suite au transfert de l'assainissement à la communauté de communes. Sur le fonctionnement, nous avons décidé de garder 100 000 €. 100 000 €. Nous voyons apparaître également dans ce chapitre fonctionnement ce dont nous venons de parler dans la délibération précédente, à savoir les dépenses supplémentaires concernant le CCAS, 66 485,42 €. Au total, l'ensemble de ces plus et de ces moins se traduit par un dégagement de 132 279,42 € qui est viré, donc un solde positif qui est viré à la section d'investissement. Nous abordons maintenant la section d'investissement. La section d'investissement comporte de nombreuses opérations, je ne vais pas toutes les citer, je vais citer simplement les principales. Les principales, c'est en dépenses minorées, donc en recettes finalement supplémentaires, c'est justement l'assainissement. Nous avons décidé de garder 265 269,07 €, donc qui abonde le budget d'investissement. Par contre, nous voyons apparaître de nouvelles dépenses qui sont, par exemple, des dépenses d'investissement qui n'avaient pas été budgétées au départ, qui résultent d'imprévus ou de décisions nouvelles. Par exemple, dans le cadre de la restauration du beffroi, la sirène doit être retirée du bâtiment et installée sur les toits de l'hôtel de ville. Il faut donc un crédit nécessaire à cette opération de 7 500 €. Nous avons également, par exemple, un imprévu important qui vient d'arriver, c'est la réparation qui doit être faite sur le tractopelle de la commune, et cela se monte à 15 000 €, ce n'était pas prévu. Autre investissement qui n'avait pas été budgété initialement, c'est la réhabilitation de la salle des fêtes pour 15 000 €. Également des frais d'études sur le beffroi pour une somme à peu près équivalente, 15 000 €. Et donc, au total, l'ensemble de ces plus et de ces moins sur la partie investissement se traduit, et compte tenu du virement qui a été fait à partir du fonctionnement de 132 279 €, se traduit par un solde positif de 78 969,07 €. Et ce solde positif est affecté à la diminution de l'emprunt. C'est l'emprunt qui sert de variable d'ajustement dans tous les budgets prévisionnels. Donc, comme nous dégageons un solde positif de 78 969 €, nous pouvons emprunter la même somme en moins. Donc, le budget emprunt diminue de la somme qui apparaît en positif dans l'investissement. L'ensemble de ces mouvements de crédit nécessite une délibération modificative résumée dans le tableau faisant l'objet de l'article 1 du projet de délibération. Donc ce tableau est très complet, reprend toutes les modifications qui sont prévues. Je suis prêt à répondre aux questions qui se poseraient sur n'importe quelle ligne, et je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Y a-t-il des questions sur cette DM numéro 2 ? Oui, Madame Agoguet. J'ai deux questions. Moi, je voulais savoir où était la maison paroissiale, et puis je voulais savoir ce qui était envisagé à la salle des fêtes. Alors, maison paroissiale, elle est rue Pasteur. Voilà. Rue Pasteur, non. Mais depuis peut-être 3 siècles. Non, mais je plaisante. Sans doute, hein, mais je ne fréquente pas ce genre d'endroit. Non, mais la rue Pasteur, quand même, vous y passez. Il y a une boulangerie pas loin. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qui est envisagé sur la salle des fêtes? Je vais le résumer en vous disant que c'est un rafraîchissement. C'est-à-dire que ce n'est pas une restructuration, une rénovation.
mais c'était le minimum. Donc il y a la sonorisation qui a été refaite, et il y a des bas de mur qui étaient dans de mauvaises conditions et qui sont la peinture, un peu de ciment, hein, et puis en ce qui concerne les plafonds, qui présentaient quand même une dégradation, je dirais, assez forte. Voilà. Mais rafraîchissement. D'autres questions? Très bien, merci. Donc je vous propose d'en délibérer, donc de décider de modifier les crédits du budget principal de l'exercice 2016, comme il est indiqué dans le tableau ci-après, et qui vient de vous être commenté largement par Patrick Gay. Y a-t-il des oppositions? Donc deux oppositions, des abstentions, une abstention. Donc adopté à la majorité. Je vous en remercie. Le dossier suivant traite du transfert de l'actif et du passif de l'assainissement, du budget assainissement collectif à la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse. Donc Patrick, tu as encore la parole. Merci. Merci. Donc depuis le 1er janvier 2016, la compétence assainissement a été transférée à la communauté de communes Pays de Sorgues Mont-de-Vaucluse. Le transfert de cette compétence a eu des conséquences dans divers domaines, notamment en matière de personnel, en matière de contrat, en matière de patrimonial. Ces deux derniers points ont fait l'objet d'une délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2015. Il reste à transférer donc l'actif et le passif, c'est-à-dire les postes du bilan. Le transfert de compétences a entraîné la clôture des budgets annexes correspondants. Ces budgets ont ensuite été repris au budget principal avant que le transfert de résultats soit décidé par la commune et la communauté de communes, ce qui a été acté par le conseil municipal du 5 juillet 2016. Donc le transfert des résultats a été acté par le conseil municipal le 5 juillet 2016. Donc il faut maintenant réintégrer l'actif et le passif au budget de l'assainissement collectif dans le budget principal de la commune. Et c'est le comptable assignataire qui opère ce mouvement, mais une délibération du conseil municipal est nécessaire pour lancer le mouvement. Donc conformément aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de la nouvelle compétence assainissement de la communauté de communes. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente, c'est-à-dire la commune du Thor, et de la collectivité bénéficiaire, c'est-à-dire la communauté de communes. Alors, je vais vous prier de bien vouloir en délibérer, mais avant, je voudrais vous donner quand même quelques éléments d'information sur ce qui est transféré, l'actif et le passif. Les biens qui sont transférés se montent à 5,3 millions d'euros. J'arrondis les chiffres. Les subventions amorties en partie qui sont transférées se montent après amortissement à 1,1 million d'euros. Donc un total de 6,4 millions d'actifs transférés. Au passif, nous avons simplement un emprunt résiduel de 50 000 euros. Donc le total, l'actif net qui est transféré, se monte à 6,3 millions d'euros, ce qui est quand même un chiffre très important. Dans les biens transférés, je signale que les principaux biens sont la station d'épuration que tout le monde connaît pour 2,5 millions d'euros et bien sûr les réseaux d'assainissement pour 1,7 million d'euros, donc pour un total global de 4,2 millions d'euros. Donc c'est ce chiffre qu'il faut retenir. L'actif net qui est transféré par le procès verbal et par la délibération qui va être prise se monte à 6,3 millions d'euros. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose d'en délibérer et donc de prendre acte du transfert des biens, subventions et emprunts de la commune du Thor au profit de la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse, avec sur les biens une valeur nette de 5 266 609,15 €, sur les subventions une valeur nette de 1 110 595,37 €. Et en ce qui concerne les emprunts moins capital, une somme de 50 000 € restant due au 31 décembre 2015. De m'autoriser à signer les procès-verbaux de transfert
pour la réalisation de ce dossier et de solliciter le receveur municipal afin de procéder aux écritures comptables. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Le dossier suivant traite d'une demande de subvention à la communauté de communes pour la réalisation du City Park et également au conseil régional. Donc Stéphane, tu as la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, en fait, c'est un tableau qu'on a vu déjà plusieurs fois. On a déjà évoqué plusieurs questions sur le sujet, donc vous avez pu le voir dans le titre. Hein. Donc on va simplement encore modifier le tableau. À ce rythme-là, on va dire la communauté, la collectivité va moins donner d'argent, tant mieux. Donc vous avez pu voir que au niveau du tableau, il y a une modification au niveau de la région. Donc il y a un nouveau dispositif qui s'appelle FRAT. Donc le montant était demandé précédemment était de 50 000 euros, là ça sera 79 500 euros au niveau de la subvention. Et aussi au niveau de la, comment dire, c'est la convention qui est à re-signer avec la communauté de communes, car là, nous avons dépassé les délais parce qu'il était valable d'1 an et on a décidé, il faut maintenant le renouveler, donc de 3 jours. Donc voilà, simplement pour 3 jours. Donc je vais simplement vous reciter le montant sur le tableau, parce que, alors, la DETR, on l'a vu l'autre jour, donc est de 109 500 euros. Le conseil régional sera de 79 500 euros. La communauté de communes 71 000 euros, la réserve parlementaire 7 500 euros de M. Claude Boucher, et du coup la commune et son autofinancement sera de 67 042. Donc je vous propose de solliciter un avenant de prolongation de la convention pour les fonds de concours versés aux communes membres auprès de la communauté de communes Pays des Sorgues et de Mont-de-Vaucluse, de solliciter l'inscription du projet de construction du City Park au titre du dispositif de financement FRAT, mis en place par le conseil régional, et de modifier le plan de financement en conséquence. Donc voilà. Donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Stéphane. Les travaux ayant démarré le 29 août dernier, et ils avancent d'ailleurs. Exactement, très et bien. ça avance très bien. Oui. Très bien, et on a eu la chance d'avoir un temps qui était clément. Oui, le temps avec nous, donc on devrait pouvoir être livré pour le début décembre. Donc les entreprises sont contentes parce qu'ils n'ont pas de problème et ça fonctionne très bien. Sauf intempéries, bien sûr. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Oui, je voulais une précision. Donc à ce jour, il y a juste la subvention du conseil régional qui n'est pas assurée. Les autres sont définitives. C'est ça? Oui, celle de la réserve parlementaire, on l'a reçue. La communauté de communes a été votée pour cette extension la semaine dernière. Voilà. Et le FRAT, c'est un système tout à fait récent, donc très bien. Donc je vous propose d'en délibérer et de m'autoriser à signer l'avenant de prolongation à la convention pour les fonds de concours versés aux communes membres de la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse et de solliciter l'aide financière du conseil régional dans le cadre du fonds régional d'aménagement du territoire, dans le cadre du plan de financement qui vous a été proposé. Et enfin, de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer les actes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Donc le point suivant, donc je crois que c'est Jacques Nicolas, non, je ne sais plus. Instauration d'une redevance pour l'occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux de transport et de distribution. Ah, c'est Patrick, encore. Tu as encore la parole, Patrick. Bien, la loi prévoit la possibilité pour les communes d'instituer donc une redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public par des chantiers sur les travaux concernant les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité d'une part et de gaz d'autre part. Donc la commune du Thor va vous proposer d'instaurer une telle taxe. Le décret du 25 mars 2015 fixe le plafond de ces taxes, qui sont différents. Le calcul est différent d'ailleurs pour les réseaux publics de distribution d'électricité et pour les réseaux de gaz. Pour les réseaux publics de distribution d'électricité, la taxe, le plafond de la taxe est fonction de la taxe globale qui est déjà payée par les concessionnaires
de réseau public de distribution d'électricité, une taxe globale qui tient compte de la population, notamment de la commune, et elle est fixée, donc la taxe pour les chantiers, à 10% de la taxe globale. Dans le cas du TOR, pour notre commune en 2016, la redevance versée par Électricité Réseau de France est de 2 710 €, donc la RODP, la redevance d'occupation du domaine public pour les chantiers, serait de 10% de 2 710, de 271 €. Donc nous vous proposons d'appliquer ce plafond. Pour les réseaux de transport, de distribution et de distribution du gaz, le calcul du plafond de la taxe est différent. Il tient compte simplement du linéaire du nombre de mètres de canalisation qui sont développés par l'opérateur, et le plafond est de 0,35 par mètre, 0,35 € par mètre, ce qui représente pour la commune, par exemple pour 2016, une redevance à verser par Gaz et Réseaux Distribution de France de 123,55 €. Donc vous voyez que l'instauration de ces taxes est prévue par la loi. Nous nous conformons à la loi, mais ce n'est pas ces montants qui vont abonder de façon très forte, de façon positive, les finances de la commune. Voilà. Je vous prie donc de bien vouloir délibérer de cette décision d'instauration de la taxe et de fixation des plafonds au maximum. Merci pour votre diplomatie, Monsieur Gay. Bon. Y a-t-il des questions? Oui. Juste, je voulais savoir, mais pourquoi une telle taxe? Ça a un coût d'occuper le domaine public Madame Agoguet, si demain vous voulez vendre des savonnettes, vous allez occuper l'espace public sur le marché, vous allez payer une taxe, parce que vous occupez l'espace public. Nous, on dit à EDF, vous pouvez creuser pour installer vos tuyaux, ils vont occuper une partie de notre espace public. Il est normal que... Mais la loi a prévu que ça soit encadré. Voilà. Et c'est pour ça que ça fait des montants aussi faibles. Aussi faibles. Mais il y a un acte, je dirais, financier entre celui qui va creuser et enfouir ces réseaux et la commune, au terme duquel on lui dit d'accord, tu es bien là, et voilà. Oui, monsieur Ripoll. Oui, il s'agit donc d'une délibération de principe. Bon, on a le montant pour 2016. Je pense que les années suivantes sont de cette hauteur. C'est pas une délibération qui sera proposée chaque année. Là, parce que c'est beaucoup pour pas grand-chose. Ah oulala, mais s'il y avait que ça, c'est comme les instituteurs, et vous savez que j'en ai supprimé des inutiles, hein. Mais je suis incompétent pour vous répondre. Je ne sais pas si ça va se délibérer les années suivantes. J'en sais rien. Peut-être. Je sais pas. Voilà. Non, mais très sincèrement, je sais pas. Voilà. Donc, ceci étant éclairé, nous allons pouvoir voter, donc décider d'instaurer la dite redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, et d'appliquer le montant maximum, heureusement qu'on a pris ce courage, de redevance prévu par le décret susvisé selon le mode de calcul précité. Bon. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci pour les finances de la commune. La délibération suivante, là, c'est une dépense, Patrick. C'est l'attribution d'une indemnité de conseil au receveur. Merci. Alors, un décret de 1982 donne la possibilité aux communes d'octroyer aux receveurs une indemnité pour rémunérer leurs conseils. Bon, ce décret prévoit un barème qui permet de calculer le montant de l'indemnité, qui est fonction, c'est un barème dégressif qui est fonction des dépenses réalisées par la commune. Donc plus la commune dépense, plus l'indemnité du contrôleur est élevée. La seule liberté de la commune, c'est de fixer le taux qu'elle va appliquer au montant qui est calculé à partir du barème et des dépenses. On peut prendre un taux de 100%, on peut prendre un taux de 50%, un taux de 20%. La plupart des communes prennent un taux de 100%. Donc, pourquoi nous sommes amenés à délibérer de ce sujet? C'est parce que le receveur vient de changer. Madame Livet, Danielle Livet, qui est partie à la retraite le 1er août, elle a été remplacée par Madame Sébastienne Rollet. Et le texte du décret prévoit
que le conseil municipal doit renouveler à chaque changement de receveur la décision d'octroi de cette indemnité, puisque l'octroi de cette indemnité est un acte nominatif. Donc Madame Livet est remplacée par Madame Sébastienne Rollet. Nous proposons de poursuivre l'attribution de l'indemnité de conseil au taux de 100%, comme le font la plupart des communes, à Madame Sébastienne Rollet. Alors, je vous prie de bien vouloir en délibérer. La délibération dit simplement que nous décidons d'attribuer cette indemnité au taux de 100%. Je pense que vous allez vous poser la question de savoir à combien se monte l'indemnité au cours des années précédentes. L'indemnité n'est pas négligeable, mais enfin, elle reste modeste. C'est 1 300 € pour les années précédentes. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? La réponse a été donnée. Je voulais juste vous préciser quand même que j'ai rencontré Madame Rollet et que je lui ai précisé que cette indemnité était liée à un service de conseil et que s'il n'y avait pas le service de conseil, il n'y aurait pas d'indemnité. Voilà. Puisque sur le passé, Madame Livet a perçu sans beaucoup de conseils. Voilà. Donc, je vous propose d'en délibérer, d'attribuer à Madame Sébastienne Rollet, receveur, une indemnité de conseil au taux de 100% déterminée par application des taux en vigueur. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, et Madame Rollet vous remercie chaleureusement. Modification des tarifs de l'espace jeunesse CityView. Donc, Stéphane Mathieu, tu as la parole. Merci. Oui, donc en fait, sur cette délibération, il s'agit de noter les modifications de tarifs concernant les activités ponctuelles depuis la mise en place, je dirais, pour cette rentrée de la carte. On va appeler ça de la carte à points, mais c'est une carte qui a une certaine valeur, 5, 25 ou 50 €. Donc pour être en cohérence avec la carte et les montants de la carte, afin que les enfants aient plus d'argent, je dirais, sur le site, on a décidé de remettre à jour les tarifs sur les activités ponctuelles. Donc je vais vous les donner. Le squash était à 2,20 €, il passe à 2,50 €. La piscine à l'Île-sur-Sorgue de 2,20 € passe à 2,50 €. La piscine à Châteauneuf-de-Gadagne, 3,20 € passe à 3,50 €. Et la soirée à l'espace jeunesse de 4 € passe à 5 €. Voilà. Donc là, bien évidemment, ce tarif est indexé au quotient familial T2. Donc il y a 3 tranches, donc la T1 et la T3. Voilà. Donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, il y a déjà eu des augmentations de tarifs dans le cadre du budget en fin 2015, là, quand on a voté. Et là, ça fait encore une augmentation. Ça paraît surprenant. Qu'est-ce qui justifie exactement ces augmentations qui sont à hauteur de 13% pour le squash, par exemple, 16% en tout en un an pour la piscine de Lille. Et les sorties de l'espace jeunesse, c'est 58% quoi en plus. Enfin, ça fait beaucoup. Voilà. Oui, alors les augmentations n'avaient pas eu lieu là sur le CityView, donc on l'avait dit d'ailleurs. Hein, donc c'est un ajustement. Alors ça peut paraître important, mais les tarifs avaient été bloqués depuis plusieurs années. Hein, et il faut bien mettre en adéquation les services, les coûts et voilà. Donc n'oublions pas non plus qu'il y a aussi de la dégressivité selon les tranches et selon le quotient familial. Et donc en fonction des moyens des familles, les coûts sont ceux-ci ou des coûts beaucoup plus, je dirais, diminués. Voilà. Donc il faut aussi le prendre en compte. On avait bien voté une délibération pour la révision des tarifs et il y avait des augmentations qui avaient déjà été envisagées. Et par rapport aux augmentations, il y a encore une augmentation. Ça fait 2 augmentations finalement en un an. Stéphane, oui. Si vous pouvez regarder les activités ponctuelles, c'est vraiment très ponctuel. C'est une fois dans l'année. Donc que ce soit pour la soirée l'espace jeunesse qui fonctionne très bien. Donc il y a eu pratiquement 80 à 100 gamins cette année. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas toujours à l'espace jeunesse qui viennent faire la soirée. Donc c'est pas pour 1 € de plus que ça va changer quoi que ce soit. Donc au niveau, et c'est pareil pour le squash et pour le reste, quoi. Donc c'est vraiment des augmentations qui sont très sensibles, très peu sensibles, 30 centimes, quoi. Donc pour une activité dans l'année. Donc peut-être qu'on peut le parler en pourcentage, mais si on le ramène sur le nombre de fois dans l'année, c'est rien du tout.
Et ce qui est bien, c'est de faire le tour sur les autres espaces jeunesse sur le département. Vous verrez qu'ils sont plus chers et ils sont moins bien pourvus en activité. Donc on est pratiquement la meilleure du coin. Donc voilà. Non mais justement, s'il y en a plein qui viennent et qui participent, je veux dire, ça fait des rentrées pour financer cette soirée. Est-ce qu'il y a besoin d'augmenter le tarif de la soirée? Enfin, je sais, c'est 5 euros. On est même obligé de limiter le nombre de personnes, donc de jeunes. Donc c'est la limitation du nombre de jeunes par le prix? Pas du tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça s'appelle une conclusion hâtive et erronée, Madame Agoguet. La limitation est liée à la capacité de réception du nombre de gens. Mais c'est bien ce que vous venez de dire. Il y a trop de monde. Vous venez de le dire. C'est pas moi qui l'ai dit. Pas dit qu'il y avait trop de monde. J'ai dit qu'on disait qu'il y avait pas. C'est pas trop de monde qu'il y avait. En fait, on a beaucoup de demandes. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas trop de monde. C'est pas la même chose. Ne mélangez pas. Peut-être pas dire ce que je n'avais pas dit. Alors en plus. Vous remarquerez une chose aussi, c'est que les tarifs de la carte, c'est du 5, 15, 25, ou 5, 25, 50. Ça permettait d'arrondir, c'est beaucoup plus facile pour les calculs, pour les personnes qui sont à la régie aussi. Monsieur Ripoll. Je pense qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur ces augmentations de tarifs, puisqu'on fait encore supporter aux familles des augmentations. Et malgré effectivement l'effort de réduction qui est fait par tranche, nous ce qu'on craint, c'est qu'à force, les disparités constatées dans les niveaux de revenus des ménages, des familles, privent ou limitent les familles les plus modestes à l'accès à des activités de l'espace jeunesse. Voilà, donc il faut quand même être vigilant à ça, quoi. Et le système de la carte, c'est un système qui est bon pour la gestion, mais malgré tout, je sais pas, donc c'est un système de carte à points, si j'ai bien compris. Donc il y aura des cartes à 5 euros, d'après ce que je vois dans la délibération, 25 à 50. Donc en gros, ça voudrait dire, à moins que j'ai mal compris, que la famille qui achèterait une carte à 5 euros pourrait en tout et pour tout faire une soirée à l'espace jeunesse, quoi. C'est ça ou pas? Non, c'est pas que vous avez mal compris, c'est qu'on s'est mal expliqué, Monsieur Ripoll, bien sûr. Non. On donne des nombres de points pour les cartes et ça permet aux familles d'acheter une carte qui vaut 5 euros, qui aura tant de points, ou il peut en acheter une plus importante qui vaut 25, qui vaut 50. Et après, les enfants utilisent cette carte selon les activités. Mais là, on vous a cité squash, piscine, etc. Mais il y en a des tas d'autres d'activités. Il y a des prix qui sont complètement différents. Et donc, il y a une activité qui va valoir 3 points, hop, on lui enlève 3 points. L'autre qui en vaut tant de points, on lui enlève tant de points. Et donc, c'est un énorme avantage. Monsieur Ripoll, il faut m'écouter, parce que comme vous n'aviez pas compris mes explications, donc c'est un énorme avantage, c'est que ça annule complètement les différences de quotient familial pour les jeunes lorsqu'ils vont sur l'animation. Toutes les cartes, ça vaut tant de points. Et c'est au niveau du paiement que je fais la différence, ce qui est complètement occulte par rapport aux enfants. Et ça, je trouve que c'est une démarche tout à fait intéressante. Voilà. Donc je vous propose d'en délibérer et donc de décider de modifier les tarifs des services communaux d'accueil des loisirs de CityView, comme indiqué dans le tableau et ce qui vient d'être commenté, et dire que ces tarifs sont applicables à compter de la présente délibération, du caractère exécutoire, de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? Donc 2, abstentions, 1. Très bien, donc adopté à la majorité. Le dossier suivant traite de la modification des statuts de la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse. Donc, comme vous le savez, il y a eu un certain nombre de modifications qui traitent des compétences, notamment consécutives à la loi NOTRe. Donc, les modifications portent notamment au titre des compétences obligatoires, modification de la compétence développement économique, conformément aux évolutions législatives, et c'est la suppression de la notion d'intérêt communautaire. Ça veut dire que dès qu'il y a développement économique, elle est de la compétence de l'intercommunalité. Deuxièmement, inscription de la compétence développement touristique, désormais obligatoire, alors que préalablement c'était une compétence facultative. Rajout de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage,
alors qu'elle ne l'était pas, et inscription de la compétence collecte et traitement des déchets au lieu d'optionnel dans les statuts précédents. Et en ce qui concerne les compétences dites optionnelles, modification de la dénomination de la voirie, la notion d'intérêt communautaire doit se faire via une délibération à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire. Rajout d'une 3e compétence, protection et mise en valeur de l'environnement pour les actions d'intérêt communautaire, avec 3 volets: soutien aux actions de la maîtrise de la demande d'énergie, adhésion à l'agence locale de transition énergétique et l'élaboration suivie du plan Action énergie durable. Donc ces modifications de statut ne seront effectives qu'à compter du 1er janvier 2017, mais au préalable, chaque membre, chaque commune et donc chaque conseil municipal doit délibérer et approuver ces modifications. Donc je précise que ceci a déjà été voté par principe par l'intercommunalité la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Donc y a-t-il des questions sur ces modifications de statut? Monsieur Ripoll? Pas de questions, mais simplement, comme je l'avais dit au cours du conseil communautaire, je regrette que certains... Mais effectivement, il faut avancer dans le travail puisqu'il y a de nouvelles compétences. Par exemple, en ce qui concerne l'accueil les aires d'accueil des gens du voyage. Les nouvelles compétences sont citées, mais il y a juste les titres de chapitre. Il n'y a pas de développement. Alors, je comprends bien qu'il faut rapprocher les gestions des communes, mais en particulier, par exemple, du Thor et de l'Is sur la Sorgue. Mais bon, il faut espérer que ces statuts seront un peu abondés quand on aura plus d'éléments à l'avenir. Parce que c'est un peu léger, quoi. Non, mais non, c'est pas léger, c'est indispensable. Non, c'est pas léger du tout. C'est indispensable de d'abord procéder à une modification des statuts, de façon à pouvoir enclencher ensuite les travaux afférents, par exemple, au transfert de l'aire des gens du voyage. Et donc, ce dossier, bien évidemment, va être étudié et il va arriver sur le bureau et sur le conseil communautaire d'ici la fin de l'année, avant que la compétence n'ait lieu. Aujourd'hui, le transfert de la compétence agent d'aire de voyage n'est pas voté. On dit simplement que les statuts de la communauté de communes permettent de faire ce transfert. Mais le transfert, il aura lieu avec un processus, il y a une clette, il y a une explication, il y a des valorisations des financements, etc. Donc, c'est la réponse que vous aviez eue de la part du président de l'intercommunalité, je vous la confirme. Madame Martin? Oui, je voulais juste rajouter qu'il y aura lundi une commission intercommunautaire, justement, celle du transfert des compétences. À l'ordre du jour, il y a justement le rajout de la compétence aire d'accueil des gens du voyage. Alors, j'espère qu'elle sera utile et prolifique. Soyez-y active. Très bien. Donc, si pas d'autres questions, je vous propose d'en délibérer et donc d'accepter au titre des compétences obligatoires les modifications que je viens de vous lire et ainsi qu'au titre des compétences optionnelles les modifications que je viens de vous lire. Et nous précisons bien que ceci aura effet à compter du 1er juillet 2017. Donc, 1er janvier 2017. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite de la mise à disposition de personnel entre l'EHPAD, Maison de retraite Les Cigales, et la commune du Thor. Donc on rappelle un peu rapidement que nous possédons une cuisine centrale qui est récente, construite en 2012, et qui fournit la restauration des 3 groupes scolaires de la commune, du centre de loisirs Le Bourdis et de la crèche L'Arlequine. Et globalement, annuellement, il y a 92 000 repas qui sont fabriqués en liaison chaude. La production journalière étant de 600 repas environ par jour pendant le fonctionnement donc, des écoles et 120 repas durant les vacances scolaires. On rappelle que notre cuisine a été conçue pour un nombre de repas journaliers pouvant aller jusqu'à 900. Par ailleurs, la cuisine de l'EHPAD Les Cigales, qui est située
au sein des anciens foyers logements, qui produit jusqu'à 170 repas par jour, 85 repas à midi et 85 repas le soir, mais 365 jours par an. Donc, on informe également que l'EHPAD projette d'agrandir son établissement jusqu'à 100 lits au lieu de 85, ce qui montrait le nombre de repas à 200 par jour, soit 73 000 dans l'année. Donc les locaux de la cuisine de l'EHPAD ainsi que le matériel sont très vétustes et vraiment d'ancienne génération. L'immeuble a fait l'objet récemment d'un acte de cession-répartition entre notre commune et Mistral Habitat, et cette partie cuisine centrale est devenue propriété de la commune du Thor. Mistral Habitat d'une part et la commune du Thor d'autre part projettent de réhabiliter les locaux. Donc la cuisine de l'EHPAD actuelle doit obligatoirement migrer, d'autant qu'elle est alimentée par un transformateur que RDF souhaite récupérer et supprimer pour des raisons de sécurité. Donc les deux parties, commune et EHPAD, se sont rapprochées et ont décidé de créer un groupement d'intérêt public permettant de mutualiser leurs moyens de fabrication des repas et d'optimiser leurs coûts de production tout en améliorant la qualité. Ceci a déjà fait l'objet d'une délibération au Conseil. Toutefois, dans l'attente de la création de ce GIP, qui est soumis à une autorisation de la préfecture, une convention transitoire de fourniture de repas en liaison froide à l'EHPAD par la commune du Thor a été établie. Cette convention, adoptée en conseil municipal le 5 juillet, prévoit la mise à disposition de 3 agents de l'EHPAD à la commune du Thor sur la cuisine centrale. La convention transitoire établit également les modalités de remboursement des charges liées à la mise à disposition et le tarif des repas qui seront facturés par la commune du Thor à l'EHPAD pour les repas commandés. Ces agents de la fonction publique hospitalière feront équipe avec les agents territoriaux du service de restauration scolaire afin de produire dès le mois de septembre les repas des écoles, du centre de loisirs, de la crèche L'Arlequine et de la maison de retraite. Cette mise à disposition doit faire elle-même l'objet d'une convention spécifique qui détermine les éléments de remboursement entre la collectivité d'accueil et l'établissement d'origine, ainsi que les nouvelles modalités de fonctionnement. Et il convient donc que je puisse être autorisé à signer cette convention de mise à disposition de personnel de 3 agents de l'EHPAD Les Cigales auprès de la commune du Thor. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Agoguet. L'EHPAD va donc passer à 100 lits alors qu'il est à 85 pour le moment, mais vous aviez abandonné le projet d'extension. Alors où seront situés ces 15 lits supplémentaires? C'est un autre sujet, mais je peux tout à fait y répondre puisque je suis président du Conseil. Donc l'EHPAD avait jusqu'à 125 lits avec l'utilisation des foyers logements qu'ils occupaient. Lorsqu'il y a eu l'arrêt des foyers logements en 2009, l'EHPAD s'est trouvé réduit à 85 lits, en gardant en partie, je dis bien en partie, la structure qu'il avait mis en place pour gérer 125 lits. Donc inutile de vous dire l'impact financier que ceci a eu sur les comptes de l'EHPAD Les Cigales. Donc un projet a été étudié, mais ce projet n'était pas crédible. C'était un projet que moi j'ai baptisé de pharaonique, qui nécessitait environ 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Donc l'impact sur le coût de journée auprès des bénéficiaires de l'EHPAD aurait été insupportable. Vous voyez, on a déjà un coût de journée qui est élevé. Et donc nous avons revu ce dossier en le revoyant de façon fondamentale et en construisant un projet qui soit très très inférieur, qui n'est pas encore arrêté complètement, mais qui permettrait de passer de 85 lits à une centaine de lits, de supprimer la quasi-totalité des chambres doubles qui sont un inconvénient pour les bénéficiaires, pas la totalité puisqu'il peut y avoir quelques couples, mais d'en garder 5-6, et que les incidences des nouveaux investissements n'aient pas d'impact sur le prix de journée, puisque en augmentant le nombre de lits, on augmente la facturation qui permettrait d'amortir l'investissement réalisé. Voilà. Mais c'est un dossier qui, je pense, aboutira en 2007 sur l'aspect décision.
2017, sur l'aspect décision. Monsieur Ripoll. Donc, vous aménagerez les lieux actuels. Il n'y a pas effectivement d'agrandissement en vue. Qu'est-ce qu'il en est? J'ai vu tout à l'heure, bon, c'est un petit peu aussi parallèle, mais ça rejoint ce sujet dans les modifications du budget, que l'opération d'échange avec Mistral Habitat arrive à son terme, entre la commune, l'opération d'échange immobilière entre la commune et Mistral Habitat. Est-ce que vous avez des informations sur le projet d'utilisation de Mistral Habitat sur la partie récupérée par cette agence? Alors, le transfert juridique a été réalisé récemment, je pense que c'est au mois de juin, enfin je n'ai pas la date précise, hein, après avoir traîné des années durant. Hein. Et donc nous avons une réunion programmée avec Mistral Habitat pour aborder ce dossier complètement. Voilà. Donc c'est à la marge de l'objet de notre délibération qui traite de la cuisine centrale, mais je vous ai quand même répondu. Donc si on revient sur le sujet, avez-vous des questions? D'accord. Donc je vous propose de m'autoriser à signer la convention de mise à disposition des 3 agents de l'EHPAD des Cigales auprès de la commune du Thor. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite de la participation aux charges de fonctionnement pour les écoles du Thor qui sont inscrites dans les écoles publiques de Cavaillon pour l'année scolaire 2015-2016, c'est-à-dire celle qui s'est terminée. Marie-Hélène, tu as la parole. Les communes ont la charge d'assurer le fonctionnement des écoles publiques du premier degré. Le montant de la participation est normalement fixé par accord entre les communes. La commune de Cavaillon a saisi celle du Thor par courrier du 5 avril dernier pour solliciter la signature d'une convention pour l'année scolaire 2015-2016. En effet, 4 élèves étaient inscrits pour cette année scolaire dans les établissements du premier degré du groupe scolaire des Vignières. Le conseil municipal de cette ville a fixé par délibération du 31 mars 2016 la contribution des communes de résidence à 749,30 € par élève en élémentaire et 1605,13 € par élève en maternelle pour l'année scolaire 2015-2016. Pour l'année scolaire 2015-2016, la contribution de la commune du Thor s'élève donc à 4 708,86 € pour 2 élèves en élémentaire et 2 élèves en maternelle. La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 65, subvention de fonctionnement aux autres communes. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Bien, donc je vous propose en délibérer d'accepter de participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Cavaillon pour l'année scolaire 2015-2016 en fonction du nombre d'élèves domiciliés au Thor et scolarisés dans cette ville selon les modalités fixées par la délibération du conseil municipal de Cavaillon du 31 mars dernier. Et on rappelle que la contribution de la commune du Thor s'élève à 4 708,86 € et m'autoriser à signer la dite convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Le dossier suivant, qui va être rapporté par Marie-Hélène Biel, traite d'une convention avec le conseil départemental de Vaucluse pour le service de transport scolaire. Merci. Oui, nous avons depuis 2011 des transports scolaires circuit nord et circuit sud pour amener nos petits de la maison à l'école ou de l'école à la maison. Donc, on avait signé une nouvelle convention et ensuite il a fallu la renouveler. Et il faut à nouveau renouveler la convention depuis le 1er septembre 2016. Alors, le conseil départemental est organisateur, il définit les services et organise les procédures de marché public dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il contractualise avec le prestataire de services, il règle mensuellement les factures présentées par le transporteur. L'organisateur délégué, c'est-à-dire nous, est compétent pour arrêter la liste des usagers scolaires admis sur les services et leur délivrer un titre de transport.
Il encaisse la participation familiale. Celle-ci est fixée par le conseil départemental à 110 € par an et par enfant. Chaque année, le conseil départemental émet un titre de recette à l'encontre de la commune pour le reversement de la participation familiale. La commune du Thor a fait le choix de minorer la participation familiale en prenant en charge 50% de celle-ci, soit 55 € par an et par enfant. Les 55 € restants sont à la charge des familles. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'approuver la convention avec le conseil départemental relative à l'organisation déléguée de services de transport scolaire à destination des écoles du Thor et donc de m'autoriser à signer la présente convention. Je vous remercie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite 2 avis à émettre sur des projets de plan local d'urbanisme. Le premier concerne Saint-Saturnin-les-Avignon et Jacques Nicolas qui le commente. Merci Jacques. Alors je vous prie de m'excuser parce que ça va être un peu long, mais j'ai essayé de réduire quand même. Par délibération en date du 27 mai, le conseil municipal de Saint-Saturnin-les-Avignon a décidé de prescrire l'élaboration de son PLU. Par lettre du 11 juillet, le maire de la commune a demandé à la commune du Thor a communiqué à la commune du Thor le projet de PLU arrêté par délibération et a sollicité son avis en tant que commune limitrophe. La commune de Saint-Saturnin, d'une superficie de 625 hectares, s'inscrit dans la couronne d'Avignon. Sa population n'a cessé d'augmenter ces dernières années et est passée de 2 941 habitants en 1990 à 4 845 en 2012. La qualité de vie à Saint-Saturnin-les-Avignon explique en grande partie l'essor urbain récent, mais ce développement s'est opéré suivant un mode périurbain avec une vocation mono-orientée d'habitat individuel en accession et une organisation urbaine conditionnée par l'utilisation exclusive de la voiture. Or, cette organisation du développement est très consommatrice d'espace, comme dans toutes les communes, donc il a décidé d'améliorer ça. Les ambitions générales du projet d'aménagement et de développement durable sont au nombre de 6. Inscrire le développement de la commune dans les limites physiques actuelles, valoriser le potentiel à urbaniser de l'enveloppe urbaine existante, poursuivre une croissance démographique mesurée, environ 1,3% par an, soit 700 habitants supplémentaires à l'horizon 2026. Ça représente 440 logements à produire en 2026, soit à peu près 44 logements par an. Environ 50% de ces logements sont des logements sociaux et seront essentiellement dans les secteurs de mixité sociale et sur le site du Lavoir. Le 4e point, préserver le caractère villageois de la commune, stopper le déclin de l'agriculture sur la commune, préserver et valoriser le patrimoine naturel et urbain de la commune. Je ne vous reprends pas les objectifs en matière d'urbanisme et d'environnement du PADD, ce sont les mêmes. En matière d'espace, les objectifs en matière d'espace, c'est utiliser les dents creuses, utiliser un foncier mobilisé en extension urbaine 4,5 hectares, soit environ 60 logements, ouvrir à l'urbanisation 3 hectares, soit environ 35 logements. 5 secteurs stratégiques ont été définis, le secteur du Lavoir, moi personnellement je ne les connais pas, mais le secteur du bord du canal, le secteur des Bélis et Hermas, le secteur des Aubépines et la zone d'activité André-Durand. Alors là, on arrive sur un sujet qui est un peu plus important. La commune du Thor est limitrophe au nord de son territoire avec la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon. La limite est constituée au nord par la RD 28, qui est la route de Perne, et au nord-ouest par la Sorgue du Trentin. Les terrains limitrophes au nord de la route de Perne sont classés en zone A, agricole. Au nord-ouest, le lit de la Sorgue du Trentin est classé en zone NCO, zone naturelle de corridor écologique, et la ripisylve, boisement des bords de rivière, est protégée par un espace boisé. De part et d'autre de cette zone NCO, les terrains sont classés en zone ACO, c'est-à-dire agricole de corridor écologique, sur une largeur de 125 mètres entre les 2 bras de Sorgue au sud de la commune. Des haies à préserver ont également été identifiées.
Dans la zone A, qu'on a définie précédemment, sont autorisées les constructions, les constructions à condition qu'elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole, c'est-à-dire les constructions techniques, les constructions à usage d'habitation, dans la mesure où le projet devra former un ensemble cohérent avec des bâtiments déjà présents. Sous réserve d'être liés à la diversification de l'activité agricole, sont autorisés aussi l'aménagement de locaux d'hébergement du type chambre d'hôte, camping à la ferme, etc. L'aménagement et l'extension limitée des habitants existantes ayant une existence légale à la date d'approbation du PLU, à condition que la structure initiale du bâtiment soit inférieure à 80 mètres carrés. Sont autorisés aussi les annexes, les piscines, etc., à condition, et les bâtiments publics, à condition qu'ils soient directement nécessaires au service public, en démontrant la nécessité technique de leur implantation. Les constructions et installations nécessaires au service public, les affouillements et exhaussements des sols, lorsqu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux portant atteinte au caractère du site. En secteur ACO, sont admis les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels, les extensions de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, autres qu'habitation, les annexes légères du type abri de jardin, les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une exploitation agricole, les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de la sensibilité des lieux et les constructions techniques nécessaires au service public. En secteur NCO sont admis les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux, les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve de la sensibilité des lieux, les constructions et installations techniques nécessaires au service public ou d'intérêt collectif dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. Au regard de ces dispositions, le projet de PLU de Saint-Saturnin-les-Avignon ne présente pas d'incidence négative pour le territoire du Thor, et les orientations sont compatibles avec les objectifs que la commune du Thor s'est fixés pour l'élaboration de son propre PLU. Les zonages envisagés sont cohérents avec les zones envisagées dans le projet PLU du Thor. Aucune extension urbaine n'est prévue en limite avec la commune du Thor. Il est donc proposé d'émettre un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2016. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Jacques. Y a-t-il des questions? PLU de Saint-Saturnin. Donc merci. Je vous propose donc d'émettre un avis favorable au projet de PLU de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon, arrêté par délibération de leur conseil municipal le 6 juillet dernier. Ils vont être amenés à approuver le nôtre, d'ailleurs. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc, nous avons la même opération pour le plan local d'urbanisme de Velleron. Et Stéphane, tu as la parole. Merci. Je pense que je vais faire un peu plus court. J'ai pas envie de tout lire, sincèrement. Donc, il y a 6 pages. Donc, voilà. Donc, je vais simplement reprendre le départ et la fin. On va peut-être les points avec le PADD. Donc, s'il y a des questions, vous les poserez par la suite. Je pense que c'est plus simple de fonctionner comme ça. Par délibération en date du 4 novembre 2010, le conseil municipal de Velleron a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme sur l'ensemble de son territoire, définissant les objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation publique. Par délibération du 23 mai 2013, le conseil municipal de Velleron a de nouveau délibéré afin de modifier les objectifs devenus obsolètes et définir de nouveau les modalités de la concertation. Cette délibération avait été transmise à la commune du Thor. Le conseil municipal du Thor, par délibération du 24 septembre 2013, a demandé à être consulté dans le cadre de l'élaboration du PLU de Velleron. Par lettre du 27 juillet 2016, reçue en mairie le 29, M. le maire de cette commune a communiqué à la commune du Thor le projet PLU arrêté par délibération du conseil municipal du 7 juillet et a sollicité son avis en tant que commune limitrophe. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs points, le contexte, évolution et enjeux. Donc, bon, on sait où se trouve Velleron, bien évidemment. Donc, les enjeux et orientations du PLU, donc, vous pouvez les lire par vous-même. On va directement passer aux objectifs du PADD. Les objectifs en matière d'urbanisme et d'environnement. Ambition, affirmer le caractère villageois de la commune. Ambition de définir les conditions d'un développement dynamique et respectueux de l'identité communale. Et ambition 3, préserver le capital agricole, valoriser le patrimoine rural et naturel. Deuxième objectif du PADD, la modération de la consommation d'espace. Foncier mobilisable en renouvellement urbain, 6 hectares permettant l'environnement sans logement.
environ 100 logements, pardon. Foncier mobilisé en extension urbaine à destination d'équipements et d'habitat à 10 hectares permettant environ 200 logements. Et réaffirmation des terres agricoles ou naturelles, environ 25 hectares de zones classées en zone NA ou au POS qui sont reclassées en zone agricole. Donc il y a aussi des OAP, bien évidemment. Donc il y a 3 secteurs, Grande Bastide Nord, Grande Bastide Sud et Joseph Liotier. Bon, je ne sais pas où ça se trouve, mais je pense qu'il faut regarder sur la carte. Donc là, ça nous concerne un peu plus. La commune du Thor est limitrophe au nord-est et à l'est de son territoire avec la commune de Velleron. La limite est constituée au nord-est par la Sorgue de la Faible qui est classée en zone NCO, zone naturelle de corridor écologique, sur une bande de 25 mètres de part et d'autre des berges du Ripisylve, boisement des bords de rivière, est protégée par un espace boisé classé EBC. De part et d'autre de cette zone NCO, les terrains sont classés en zone ACO, agricole de corridor écologique, sur une largeur de 125 mètres entre 2 bras de Sorgue. Les terrains limitrophes à l'est sont classés en zone A agricole. Le long du canal de Crillon côté nord, la Ripisylve a été classée en espace boisé classé. Le lit du réal de Montclar a été classé en NCO, zone naturelle de corridor écologique, toujours pareil. Un emplacement réservé numéro 2 bénéfice du département a été prévu pour l'élargissement et le redressement de la route départementale numéro 1 limitrophe avec la commune du Thor. Donc, bon, il y a plusieurs zones, bien évidemment. Donc, on va passer. Les secteurs ACO sont admis aussi. Voilà, donc... je vais faire un fil de tout ça et on va finir, bien évidemment, au regard des dispositions du projet des PLU de Velleron, ne présente pas d'incidence négative pour le territoire du Thor et les orientations sont compatibles avec les objectifs de la commune du Thor. C'est fixé pour l'élaboration de son PLU. Les zonages envisagés sont cohérents avec les zones envisagées dans le projet du PLU du Thor. Aucune extension urbaine n'est prévue en limite avec la commune du Thor. Il est donc proposé d'émettre un avis favorable au projet du plan local d'urbanisme de la commune de Velleron, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2016. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci de votre écoute. Merci Stéphane, merci. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose d'émettre un avis favorable au projet de PLU de la commune de Velleron qui a été arrêté par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2016. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Donc le dossier suivant traite du rapport annuel sur l'exercice 2015 quant au prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers. Donc Jacques Nicolas, court, on m'a dit. Merci. Court, le précédent, quand même. Bon, je vais être un peu plus court, mais je ne suis pas sûr en fait. La communauté de communes du Pays de Sorgue a la compétence pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Elle a transmis à la commune du Thor le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service. Celui-ci doit être présenté au conseil municipal avant le 31 décembre. Ce rapport est consultable en mairie et sur le site internet de la communauté de communes. Je vais me limiter essentiellement au tableau, dans la partie du tableau à ce qui concerne le Thor et Gadagne. Vous pourrez vous référer au tableau si vous voulez faire des comparaisons avec l'Île-sur-Sorgue, Fontaine et Saumanne. Le territoire communautaire est en effet divisé en 2 zones en fonction du mode de collecte. Les communes du Thor et de Châteauneuf sont adhérentes au Sidambra et les communes de l'Île-sur-Sorgue, Fontaine et Saumanne sont adhérentes au Cieux-Sétum. La collecte pour les déchets ne provenant pas des ménages. Je vais rappeler un peu les règles. Pour la commune du Thor et de Châteauneuf de Gadagne, la communauté collecte les cartons des commerçants 1 fois par semaine. La collecte des cartons est assurée en colonne est assurée par Paprec. Les déchets provenant des marchés sont collectés par la société CITA. Les déchets issus de l'activité de la récupération des services techniques municipaux sont collectés dans le centre technique municipal. Pour les déchets des ménages, les ordures ménagères sont collectées par conteneurs individuels, par conteneur individuel pour l'habitat individuel et par bac de regroupement pour l'habitat collectif 2 fois par semaine. Le sélectif, c'est-à-dire le recyclable, est collecté par bac jaune et pour les particuliers par bac de regroupement pour le collectif 1 fois par semaine. La collecte est déléguée à CITA et les encombrants et les cartons sont collectés en régie. Les ordures ménagères représentent, pour le Thor et Gadagne, 277 kg par habitant et par an. Ça, c'est intéressant de comparer avec l'île, où ça représente 370 kg par habitant et par an. C'est-à-dire qu'on produit moins de déchets, ce qui est quand même plutôt une bonne chose.
La collecte sélective, on est à peu près dans les mêmes taux, c'est-à-dire que nous, on collecte 37 kg par an et par habitant, et eux 20 kg. Mais par contre, nous, les journaux et les magazines sont inclus dans notre collecte sélective, et eux, ils ont 19 kg qui sont en plus. C'est-à-dire qu'ils collectent 39 kg et nous 37. Et le verre, ils collectent plus que nous, mais il faut savoir qu'il y a une collecte de verre spéciale organisée sur ces 3 communes, qui est une collecte de verre auprès des restaurateurs, qui représente une grosse activité dans ces régions. Et qu'une collecte sur place, quoi. Les services municipaux du Thor ont produit 365 tonnes de déchets en 2016 contre 198 tonnes en 2014. Alors pourquoi? Mais simplement parce qu'en fait, on nettoie beaucoup plus les rues qu'avant. Hein, donc on nettoie beaucoup plus les rues, on ramasse beaucoup plus de choses qui nous concernent d'ailleurs malheureusement pas toujours, mais ce qui fait qu'on a assez considérablement augmenté cette récupération. Au niveau des déchetteries, pardon, je vous passe les différents tonnages, vous les regarderez vous-même. Simplement un petit truc, les déchets diffus spécifiques, je précise pour ceux qui l'ignorent, c'est tout ce qui sont les déchets qui peuvent contenir des polluants comme des essences, des choses comme ça, qui sont collectés de manière spécifique à la déchetterie, qui peuvent être nuisibles soit pour la santé, soit pour l'environnement. Donc il est important qu'ils soient spécifiques. Vous dire pour finir que tout ça, ça nous a coûté pour la déchetterie du Thor 626 311 €, avec des recettes de fonctionnement de 200 954 €. Alors je voudrais ajouter, je peux répondre à des questions, mais je voudrais ajouter d'abord que vous pouvez trouver le rapport en mairie et sur le site, comme je l'ai dit au début, et une petite remarque sur la déchetterie, parce que la déchetterie, vous savez, on a changé de système depuis le 1er juin. Il y a maintenant un contrôle d'entrée. Et alors bon, ça a un certain nombre d'inconvénients et un certain nombre d'avantages. Dans les avantages, sur les 3 premiers mois, il faut savoir que ça a baissé les tonnages portés à la déchetterie d'à peu près 40%. Et que pour l'instant, personne n'a consommé, personne, en moyenne, hein, parce que j'ai pas eu je voulais avoir l'analyse de chacune des cartes pour savoir combien était venu 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Mais ça, je l'aurai peut-être demain. Mais pour l'instant, en moyenne, les gens qui sont venus ont utilisé 2 fois leur carte. Hein, ça veut dire qu'on est inférieur aux moyennes qui ont été fixées. Vous savez qu'on a le droit à 18 passages par an. Et l'essentiel, donc, probablement aujourd'hui, de l'analyse, l'essentiel de ce qui a été économisé, ce sont des passages de professionnels qui n'étaient pas payés. Et il faut savoir que là, les professionnels qui viennent payent le service maintenant. Donc je pense qu'on était un peu inquiet. On a noté qu'il y avait plus de dépôts sauvages, hein, donc il y a des choses qu'on est obligé de contrôler. Mais pour l'instant, ça s'avère plutôt positif. On verra ça sur 1 an, mais ça s'avère plutôt positif. Il faut savoir que la déchetterie nous coûte quand même très cher. On le voit sur les factures d'un bout. Ça augmente chaque année en plus. Ben oui, parce que le tonnage a augmenté ces dernières années de façon considérable. Voilà. Très bien. Y a-t-il des questions avant que nous prenions acte? On ne vote pas le rapport, hein, bien évidemment, on en prend simplement acte. Oui. Oui, concernant effectivement les tonnages à la déchetterie, bon, et les comparaisons avec l'île sur la Sorgue, bon, on est inférieur de façon normale puisqu'il y a moins d'habitants, quoi, etc. Sauf en ce qui concerne les encombrants, où on est à 2866 tonnes pour 1624 à l'île sur la Sorgue. Donc, est-ce qu'on a une explication pour ça? Est-ce que c'est assez curieux que cette différence alors que partout ailleurs... Honnêtement, je ne me suis pas posé la question, mais si vous voulez, je la poserai et je vous amènerai un élément de réponse. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Je pense que une des raisons, mais qui va être difficile, c'est que les encombrants qui sont portés à la mairie, qui sont portés à la déchetterie, sont plus probablement collectés au Thor qu'à l'île-sur-Sorgue, qui bénéficie aussi
d'autres systèmes d'enlèvement ou en particulier de la déchetterie de Cavaillon pour les professionnels. Mais je ne saurais pas vous dire ça, je le ferai préciser. J'ai une réunion à ce sujet demain soir, donc je ferai préciser cette question. Vous savez qu'on accueille les gens de Caumont également sur la déchetterie du Thor, avec une convention avec... Donc ça peut venir aussi par là, quoi. Très bien, donc on prend, je dirais, acte du rapport présenté par la communauté de communes. Tout le monde prend acte. Personne ne s'abstient. Très bien, merci bien. Et le dernier traite d'un échange de parcelles en contrepartie d'une autre parcelle. Et c'est Florence Andrzejewski qui va nous commenter. Merci. Oui. Bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, dans notre séance du 5 juillet dernier, nous avons déjà validé l'intention d'échange d'une parcelle avec la société de Madame Morgane Gillet, Midi Bâti Foncier, concernant un projet de construction et de découpage parcellaire de la propriété située au nord du carrefour Saint-Roch, la propriété dite du docteur Gouze. Voilà. Alors nous souhaitions conserver la partie sud de cette parcelle numéro 170, AD 170 avec le petit bâti numéro AD 22 et l'échanger avec une partie de la parcelle de la police municipale, donc la partie nord. Le parcellaire n'ayant pas été fait à l'époque où nous avions déjà pris cette intention, il l'a été fait depuis. Donc nous avons à échanger, à délibérer sur le bien fondé des superficies et du montant de chaque parcelle, donc qui est indiqué par une expertise des domaines qui fixe à environ 150 000 € chacune des parcelles. Donc les frais, la commune propose de consentir également à une servitude de tréfonds pour les réseaux de passage. Les réseaux et le passage de 3,50 m de large en limite est de la partie conservée de la parcelle cadastrée AD 171, c'est-à-dire qu'au large de la police municipale, sur la bande des 12 mètres, nous concédons un droit de passage de 3,50 m. Et le raccordement au réseau, bien sûr, à charge du futur acquéreur. Voilà, donc nous proposons de délibérer sur cet échange. Article 1, décide d'échanger le terrain communal à détacher de la parcelle cadastrée section AD 171 d'une superficie de 916 m², à céder à la SARL Midi Bâti Foncier domicilié chemin de la Perrière à Carpentras, géré par Madame Gillet, en contrepartie du terrain à détacher de la parcelle cadastrée section AD 170 d'une superficie de 1080 m, ainsi que la parcelle cadastrée section AD 22 d'une superficie de 15 m², supportant un petit abri de jardin. Et ce, pour une valeur identique de 150 000 €. Article 2, consent une servitude de tréfonds pour les réseaux et de passage de 3,50 m de large en limite est de la partie conservée par la commune de la parcelle cadastrée section AD 171. Article 3, accepte de prendre en charge la moitié des frais de notaire. Article 4, autorise Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires à cette transaction. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Donc avant de passer au vote, y a-t-il des questions sur cet échange? Non? Très bien. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté. Une abstention. D'accord. Donc... C'est bien, d'accord, merci. Donc adopté à la majorité. Nous sommes au bout de notre conseil municipal. Nous avons des questions qui ont été posées jeudi dernier. Et donc je laisse soin aux personnes qui les ont posées de bien vouloir les lire et j'apporterai réponse. Merci. Oui, merci. Vous voulez que je les lise toutes ou... Oui, c'est mieux. Merci bien. D'accord. Alors, question numéro 1. De nombreux taurois se sont plaints de la recrudescence des excès de vitesse sur la commune, excès mettant gravement en danger les riverains, passants, cyclistes, en plusieurs lieux, et plus précisément rue de la République depuis l'enlèvement. Pourquoi? Du ralentisseur métallique sous le beffroi. Sur le chemin de Montclar, dont les nouveaux éclairages n'ont pas permis d'apaiser la circulation automobile. Rue Carnot et chemin du Mourgon, empruntés souvent comme déviation du fait des travaux sur le cours Gambetta.
Quels aménagements précis, même temporaires, sur chacune de ces voies envisageriez-vous pour imposer les ralentissements nécessaires à la sécurité de nos concitoyens et visiteurs? Voilà pour la première question. La deuxième, avez-vous pu vous assurer, même de manière aléatoire, du bon respect sur la commune de l'arrêté préfectoral du 16 août relatif à la sécheresse et aux interdictions liées à sa stricte application? Quel bilan en faites-vous? Question numéro 3. Est-il exact que des commerçants, et même un médecin, soient restés 5 jours sans ligne téléphonique en juillet du fait de la rupture d'un câble par l'entreprise chargée des travaux sans que la mairie n'intervienne en dépit de demandes de réparation rapide, cette avanie pénalisant sévèrement leur activité? Question numéro 4. Il semblerait qu'une somme d'argent importante concernant la recette du marché ait disparu. Détournement ou vol? Qu'en est-il en vérité? Et enfin, la question 5. Dans le cadre d'une éventuelle vente des hangars de Monsieur Nègre situés rue des Angevines, vous seriez prêt à préempter la vente, sans doute pour répondre à l'opération d'aménagement programmée du même nom, l'OAP des Angevines du PLU. Toutefois, nous attirons votre attention sur la veille de l'EPF PACA concernant ce secteur. Avez-vous établi de nouveaux partenariats avec l'EPF qui vous permettraient d'acheter en direct ces locaux? Et dans ce cas, comment serait financée une telle opération? Je vous remercie. Merci. Donc, je réponds à ces 5 questions. Donc, la première, traitant de la vitesse excessive. Donc, les vitesses excessives de véhicules ne sont malheureusement pas un phénomène nouveau et les Taurois, comme beaucoup d'autres communes, constatent malheureusement des incivilités en la matière. Donc, soucieuse d'améliorer cette sécurité, la commune a mis en place, depuis 2015, un certain nombre d'actions qui produisent leurs effets, même si rien n'est parfait. Premièrement, la remise en fonctionnement des jumelles à la police municipale pour contrôler les vitesses de façon inopinée, ce qui a été réalisé. L'installation de 4 radars pédagogiques sur les axes principaux. Des points fixes de la police municipale réalisés à certains endroits. L'amélioration des éclairages sur certains chemins afin de mieux sécuriser notamment les piétons. Et installation des caméras de vidéoprotection, installation qui a déjà permis de convoquer plusieurs automobilistes contrevenants. Les actions de sécurisation continuent puisque des améliorations avec travaux sont prévues, notamment chemin de Montclar avec des améliorations qui ont été présentées aux riverains et qui seront réalisées prochainement. Projet de sens unique avec ralentisseur chemin du Mourgon. Poursuite de l'installation de ralentisseurs là où ils sont utiles, et je précise bien là où ils sont utiles, et de radars pédagogiques. Traitement en voie communale de la route d'Orange à partir des grottes de Touzon, avec limitation de vitesse à 50 km/h et non plus 70 comme c'est actuellement. Poursuite du programme de vidéoprotection sur 2017 et 2018, et bien sûr poursuite des actions de contrôle de la vitesse par la police municipale. On n'empêchera pas les fous, malheureusement. En ce qui concerne l'arrêté préfectoral consécutif à la sécheresse, la question numéro 2. Donc la préfecture de Vaucluse a été amenée en août dernier et consécutivement à la période de sécheresse exceptionnelle que nous connaissons, à imposer un certain nombre de restrictions liées à l'arrosage, au lavage des véhicules, dans le but de limiter les évaporations d'eau. Nous avons procédé, puisque c'est votre question, de façon aléatoire à des actions pédagogiques individuelles afin de faire comprendre aux Taurois qui ne le respectaient pas, soit ne connaissant pas l'arrêté, soit ne voulant pas le prendre en compte, qu'il était de l'intérêt collectif de respecter les consignes préfectorales. Globalement, on a eu plutôt un bon accueil sur nos remarques. La panne de lignes téléphoniques suite aux travaux. Votre question portant sur l'intervention de la commune consécutivement aux pannes de lignes téléphoniques suite aux travaux sur les réseaux d'eau potable, nous nous inscrivons en faux quant à votre assertion. Oui, la commune est bien intervenue et très rapidement dès qu'elle a été informée des pannes de téléphone. La gêne constatée est effectivement très regrettable et nous l'avons fait savoir aux entreprises en charge des travaux. Régie municipale des marchés. Suite au constat, lors d'une passation de service, d'un manque de remise de recettes
encaissés sur le service de régie des marchés, une instruction a été diligentée à notre demande et à la demande de la trésorerie. Cette instruction étant en cours de réalisation, il nous est totalement impossible, et même interdit, de commenter les faits, les actes de procédure, et encore moins de qualifier l'acte comme vous le faites par erreur. Question numéro 5, vente d'un local situé aux Angevines. Donc nous précisons que soucieux de préserver la réalisation de logements sociaux futurs et au regard de la convention établie entre la communauté de communes et l'EPF PACA, et qui est rentrée en application 2012 sur les Angevines, par l'acquisition de bâtiments, hangars et villas pour y construire des logements sociaux, nous avons effectivement préempté la vente d'un local situé au cœur de la zone des Angevines. L'ensemble de ces opérations se réalise bien évidemment en étroite relation avec l'établissement public foncier PACA, le PFR PACA. Voilà, donc je vous remercie. Notre conseil municipal étant terminé, je vous donne rendez-vous le 18 octobre prochain, ici même. Merci bien. Ah oui, n'oubliez pas de signer le registre, s'il vous plaît. Vous voulez ma réponse? Vous la voulez par mail aussi? Je peux vous l'envoyer? Oui, je vous l'envoie. Ah oui, oui, vous n'allez pas la retaper, hein? Non, non.